J'espère que vous avez tous la possibilité de nous entendre. Je vais commencer par la lecture de ce texte. Le résultat général auquel j'arrivais et qui, une fois acquis, servit de fil conducteur à mes études, peut brièvement se formuler ainsi. Dans la production sociale de leur existence, les hommes entrent en des rapports déterminés, nécessaires, indépendants de leur volonté, rapports de production qui correspondent à un degré de développement déterminé de leur force productive matérielle. L'ensemble de ces rapports de production constitue la structure économique de la société, la base concrète sur laquelle s'élève une superstructure juridique et politique et à laquelle correspondent des formes de conscience sociale déterminées. Le mode de production de la vie matérielle conditionne le processus de vie sociale, politique et intellectuelle en général. Ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur être, c'est inversement leur être social qui détermine leur conscience. À un certain stade de leur développement, les forces productives matérielles de la société entrent en contradiction avec les rapports de production existants, ou ce qui n'en est que l'expression juridique, avec les rapports de propriété au sein desquels elle s'était mue jusqu'alors. De forme de développement des forces productives qu'ils étaient, ces rapports en deviennent des entraves. Alors s'ouvre une époque de révolution sociale. Le changement dans la base économique bouleverse plus ou moins rapidement toutes les normes superstructures. Lorsque l'on considère de tels bouleversements, il faut toujours distinguer entre le bouleversement matériel qu'on peut constater d'une manière scientifiquement rigoureuse, des conditions de production économique et les formes juridiques, politiques, religieuses, artistiques ou philosophiques. Alors, ou philosophiques, je suis désolé parce que j'essaie de trouver l'ascenseur du texte, voilà. Voilà. Bref. Alors, je me suis perdu dans la lecture. Après, il y a bref. Politique, bref, les formes idéologiques. Oui, mais je me suis perdu dans le paragraphe. Alors, toc, 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 toc. Alors, attends. Parce que c'est un peu petit pour mes Je yeux. reprends. Lorsque l'on considère de tels bouleversements, il faut toujours distinguer entre le bouleversement matériel qu'on peut constater d'une manière scientifiquement rigoureuse, des conditions de production économique et les formes juridiques, politiques, religieuses, artistiques ou philosophiques, bref, les formes idéologiques sous lesquelles les hommes prennent conscience de ce conflit et le mènent jusqu'au bout. Pas plus qu'on ne juge un individu sur l'idée qu'il se fait de lui-même, on ne saurait juger une telle époque de bouleversement sur sa conscience de soi. Il faut au contraire expliquer cette conscience par les contradictions de la vie matérielle, par le conflit qui existe entre les forces productives sociales et les rapports de production. Une formation sociale ne disparaît jamais avant que soient développées toutes les forces productives qu'elle est assez large pour contenir. Jamais des rapports de production nouveaux et supérieurs ne s'y substituent avant que les conditions d'existence matérielle de ces rapports soient écloses dans le sein même de la vieille société. C'est pourquoi l'humanité ne se pose jamais que des problèmes qu'elle peut résoudre, car à y regarder de plus près, il se trouvera toujours que le problème lui-même ne surgit que là où les conditions matérielles pour le résoudre existent déjà, ou du moins sont en voie de devenir. À grands traits, les modes de production asiatiques, antiques, féodales et bourgeois modernes peuvent être qualifiés d'époque progressive de la formation sociale économique. Les rapports de production bourgeois sont la dernière forme contradictoire du processus de production sociale, contradictoire non pas dans le sens d'une contradiction individuelle, mais d'une contradiction qui naît des conditions d'existence sociale des individus.
Cependant, les forces productives qui se développent au sein de la société bourgeoise créent en même temps les conditions matérielles pour résoudre cette contradiction. Avec cette forme sociale s'achève donc la préhistoire de la société humaine. Voilà le texte. Vous m'excuserez pour le petit accrochage au milieu de texte. Hein, Ah non, mais voilà. un exploit. Hein. Voilà, donc je vais donner la parole tout de suite à notre ami Dominique. Alors, j'admets Martine de Champigny, bienvenue. J'espère que Martine nous entend. Voilà. J'admets Anisset, je ne sais pas pourquoi Anisset s'était déconnecté. Voilà. J'espère que vous nous entendez. Je rappelle que si vous voulez demander la parole, bien sûr, vous avez le moyen grâce à trois petits points de suspension qui se trouvent à côté de participants. Vous pouvez demander la parole. Je verrai apparaître à ce moment-là votre main et je vous accorderai le micro. Voilà. La parole est à Dominique pour ses commentaires. Merci Dominique en tous les cas. Merci surtout à toi, Jean-Paul, parce que c'est un texte long et à part la perte de fil à un moment donné, je trouve que tu l'as très bien. L'élocution convient parfaitement au contenu du texte. Hein. Ouais, c'est mon côté. Tu sais que la musique compte pas mal pour moi et donc tout ce qui est auditif est très important. Voilà. Deux petites questions préalables. Est-ce que tu as demandé à Martine si est-ce que tu l'as entendu répondre? Alors Martine, je ne l'ai pas entendu répondre. Je lui ai demandé là justement d'activer son micro, comme ça elle pourra, parce que comme on est peu nombreux. Voilà. Donc, en fin de compte, Anissé, pareil, je pose la question pour Martine, pour Anissé, pour Véronique. Est-ce qu'on est sûr qu'ils nous entendent ou pas? Oui, moi je vous entends, Véronique. Véronique, bonsoir, très bien. Véronique. Martine, est-ce que tu nous entends? Je ne sais pas. Oui, j'entends. Je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien, Martine. Bonsoir, bravo. Martine. Oui, on s'entend, c'est bien. Je laisse, en fin de compte, je vais laisser les micros ouverts parce qu'on n'est pas énormément. Si on était une trentaine, je couperais les micros. Je tiens à votre autodiscipline. Comme ça, parce que vous savez, si on commence à parler derrière les micros, c'est vrai que ça va être gênant pour Dominique. Mais je pense que là, comme on est peu nombreux, je peux laisser les micros ouverts et comme ça, vous intervenez quand vous le souhaitez. Voilà, sans demander la parole, ce sera beaucoup plus simple. Je pense qu'on va y arriver. Hein, on va essayer comme ça. Voilà. Ça vous convient? Est-ce que tout le monde a entendu la lecture du texte? Moi, j'arrive après, donc. Bon, de toute façon, il est sous vos yeux. Hein, et puis, Dominique va apporter ses commentaires au fil de la lecture. Vous pourrez poser vos questions, mais éventuellement, y compris, apporter vos commentaires. Ah, ça y est, Monique est là. Bonjour Monique. Oui, je n'avais pas appuyé sur la vidéo. Voilà, tu nous entends et on t'entend. Eh bien, bienvenue Monique. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre l'image. Hein. Si vous souhaitez, vous pouvez mettre l'image comme ça. Mais si vous ne le souhaitez pas, il n'y a aucune obligation, bien sûr. L'essentiel, c'est quand même qu'on s'entende. L'essentiel, c'est qu'on s'entende. Ce qui m'intéresse, c'est voir l'image de celui qui parle. Voilà. Alors, l'image de celui qui parle, eh bien, est-ce que vous voyez là actuellement oui. Dominique Pagani? En fait, bon, c'est le nom, c'est Denis Periti, mais en fait, son vrai nom, c'est Dominique Pagani. Oui, ce sont les mêmes initiales. Voilà. Qui est donc notre ami, qui est philosophe et musicologue, je le disais tout à l'heure. Dominique, à toi. Merci mille fois, Jean-Paul. Et merci à tout le monde d'être là. Oui, donc, un petit rappel de contextualisation quand même pour un texte aussi important. La première chose que je voudrais rappeler, c'est que, je ne cesse de le répéter, ce texte est celui où il y a le plus de Marx dans le moins de lignes. Toute son importance capitale et décisive, je veux dire, dans le choix. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas lire le reste, hein, mais ça veut dire que si on manque de temps, si on n'a pas le temps, et s'il fallait absolument s'armer de la manière la plus rapide possible, sans que ce soit bâclé et sans rien perdre de la richesse du contenu proprement marxien, rien n'est mieux indiqué que ce texte. Et il y a des raisons à cela. Vous les trouvez dès les premiers mots, ces raisons. Le résultat général
auquel j'arrivais. Il est exceptionnel, je l'avais dit la dernière fois, donc je ne veux pas trop m'attarder, hein, mais je le rappelle quand même parce que c'est un point important. Marx partage avec Hegel, bon, ils ont aussi d'autres points communs avec le philosophe Hegel, qui est de la génération qui l'a précédé. Il fait partie des jeunes hegeliens quand il est jeune, Marx. Hein. Marx a hérité de Hegel le fait d'être réticent à l'égard de vouloir dire l'essentiel dans une page, une phrase, une formule, vous savez, tout ce qui est assez à la mode. Je pense à tous les fanatiques de Nietzsche, par exemple, qui disent qu'il y a plus de sens dans un aphorisme de 2 lignes de Nietzsche que dans toutes les œuvres complètes d'Aristote. Bon, je ne discute pas le fond, mais Hegel et Marx sont très attachés au fait que ce qui compte, c'est le détail, le développement de la pensée, du raisonnement, et que ramener tout à une abstraction, à la grisaille d'une abstraction vide. Si vous me demandez c'est quoi Mozart ou c'est qui et que je vous réponds c'est un Autrichien, ben, écoutez, je ne vous ai pas dit grand-chose. C'est ça, hein, l'abstraction. Voilà. Or, là, c'est une exception. Marx dit, cette fois-ci, je vais résumer ma pensée. Donc, il faut dresser l'oreille, n'est-ce pas? Donc, le résultat général auquel j'arrivais. Donc, et là, il nous parle de son résultat général. Et il le dit, vous remarquerez qu'il n'y a pas de S à j'arrivais, c'est un passé simple, ça veut dire que ça marque un moment bien précis. Il est arrivé à ce résultat au moment où il va entreprendre la rédaction de son gros œuvre, Le Capital. Donc, ce n'est pas une œuvre dont on peut dire oui, vous dites ça, mais vous le sortez de son contexte, c'est du Marx jeune, après il a évolué. Là, il est dans sa phase quasi définitive. La preuve, c'est que ça sert de préface à un ouvrage. Alors attention pour le titre, qu'on ne mélange pas les pinceaux. Contribution à la critique de l'économie politique. Le titre de l'ouvrage auquel notre texte sert de préface, c'est Contribution à la critique de l'économie politique. C'est déjà très important de remarquer que le marxisme, ce n'est pas une économie politique, fût-elle révolutionnaire ou progressiste, qui viendrait s'ajouter aux économies politiques classiques ou bourgeoises et capitalistes. Non, non, c'est une critique de l'économie politique. C'est déjà très important de rappeler que si l'économie joue un rôle capital chez Marx, ça ne veut pas dire que ça se réduit à un économisme. D'accord ? En disant critique de l'économie politique, Marx conteste la prétention de l'économie à être une science autonome, n'est-ce pas? Je veux dire par là, pour être beaucoup plus clair et plus conséquent, que ce que Marx va inaugurer avec son œuvre, c'est la possibilité de faire des sciences de l'histoire, tout simplement, n'est-ce pas? Et l'économie polique, je change de domaine, l'esthétique, le droit, l'économie, tout ça font partie de l'histoire. Toutes ces disciplines n'ont aucun sens en dehors de l'histoire. Donc la discipline englobante et à laquelle que Marx ouvre à la scientificité, hein, à l'ouvre, je dis bien, hein, je ne veux pas dire que ça y est, l'histoire est verrouillée. C'est justement les sciences de l'histoire. Donc, j'insiste sur le fait que ce texte, pour résumer l'essentiel de ce que je viens de dire, est celui où il y a le plus de Marx pour ceux qui sont pressés dans le minimum de lignes. Je rajoute, je ne l'ai pas dit, qu'en plus, il est clair d'un bout à l'autre, relativement clair par rapport à des passages de Marx très difficiles ou encore maintenant, n'est-ce pas, on débat de savoir exactement de quoi il en retourne. Je pense en particulier à la théorie de la valeur, à la première section du premier livre du Capital, mais laissons cela. On aura pas mal d'occasions d'y revenir. Ici, il est clair d'un bout à l'autre. Donc, on a la chance. Il résume l'essentiel de sa pensée. Il n'y sacrifie rien. Et on va voir qu'en rebondissant sur des détails et des passages du texte, non seulement on ne fait pas l'impasse sur ses autres œuvres, je ne décourage pas les aborder, au contraire, mais au contraire, je veux dire, quand on creuse les citations et quand on les commente qui sont dans le texte que Jean-Paul vient de nous lire,
on aborde des problématiques essentielles dans les autres œuvres de Marx. Voilà, c'est ce que je dis ça pour l'instant gratuitement et c'est ce qu'on va voir maintenant. Ça, c'était la contextualisation. Donc, Marx écrit ça en 1857, 58, 59, hein, ça paraît en 59, et ce titre, je le cite une dernière fois, Contribution à la critique de l'économie politique, était à l'origine le titre que devait avoir l'œuvre qui s'appelle maintenant Le Capital. Vous voyez l'importance de ce texte. Le titre a changé, mais le projet reste le même. Hein. Le Capital pourrait avoir comme sous-titre Critique de l'économie politique. Maintenant, je passe carrément au contenu interne du texte, parce que la contextualisation, c'est un peu le texte vu de l'extérieur, n'est-ce pas, comment le situer. Maintenant, dans sa répartition, dans sa logique interne, ce qu'il faut remarquer tout de suite, sans compliquer, c'est qu'il y a deux parties, non seulement différentes, distinctes, mais presque opposées. C'est ce qui fait la richesse de ce texte. Alors, je vous dis tout de suite, hein, le découpage. La première partie est celle qui va du début, donc hein, le résultat général auquel j'arrivais, etc., jusqu'à le paragraphe qui commence par « À un certain stade de leur développement, les forces productives matérielles de la société entrent en contradiction avec les rapports de production existants. » Voilà. Cette phrase-là entame la seconde partie du texte. Alors, il ne suffit pas de dire qu'il y a deux parties. Il faut en plus maintenant leur donner une fiche technique à chacune. Qu'est-ce qui caractérise chacune d'elles? Dans la première, vous trouvez le marxisme basique. Marx vu de très loin. Voilà, je dis pas le marxisme scolaire parce que pour moi, scolaire, c'est pas réducteur. C'est une grande compétence d'exercer la transmission. C'est pas Jean-Paul qui me dira le contraire. Rapport de production des gens. Monique? Non, je réfléchis. Non, mais vas-y, Monique, vas-y. Non, Absolument, absolument, n'hésitez pas. C'est le mode de production de la vie matérielle qui conditionne la conscience des hommes. Et c'est pas l'inverse. Oui, voilà, on va revoir bien sûr tout ça et on va préciser ces concepts, hein, car ce sont des concepts beaucoup plus précis qu'on ne croit. Force productive, rapport de production, mode de production, tout ça est différent. Lié, bien sûr, articulé, mais différent. On va y revenir. Mais pour l'instant, là, je ne rentre pas encore dans le détail, parce que là, Monique arrive au cœur du texte, hein, avec ces notions-là. Mais pour l'instant, pour que ce soit bien clair, je dis que la première partie nous expose le marxisme basique, c'est-à-dire, si vous regardez bien, il y a en bas l'économie, en haut les superstructures. Je relis le passage qui correspond à ce que je viens de dire, n'est-ce pas? Dans la production sociale de leur existence, les hommes entrent en des rapports de production, excusez-moi, les hommes entrent en des rapports déterminés, nécessaires, indépendants de leur volonté, rapports de production qui correspondent à un degré de développement déterminé de leur force productive matérielle. L'ensemble de ces rapports de production constitue la structure économique de la société, la base. Vous voyez pourquoi j'ai dit c'est en bas? Parce que pour rester dans la lettre du texte, je n'interprète pas, je ne fais qu'analyser. Interpréter, c'est toujours de la cuisine douteuse. Donc, la base concrète, ce qu'on appellera un peu plus tard, surtout sous la plume de Engels, l'infrastructure. Infra veut dire en grec ou en latin, n'est-ce pas? En grec, par ici, mais des fois c'est infra, supra. Infra veut dire en dessous, infra veut dire en bas, et supra veut dire au-dessus. Voilà. Donc, dans ce texte, on nous rappelle que la base, l'infrastructure, et qui détermine le reste, le mot détermination revient deux fois, si vous regardez bien, hein, on va y revenir, c'est ce qui est matériel, ce sont les forces productives. À une certaine époque, c'est la charrue, n'est-ce pas? Au Moyen-Âge, par exemple. À une autre époque, c'est la machine à vapeur. Ça peut être l'arc et ses flèches, quand il s'agit, n'est-ce pas? Il y a encore, en Afrique australe, par exemple, il y a encore des peuples, je pense, aux Tantôt, par exemple, qui sont d'excellents chasseurs et chez lesquels
le garçon, l'enfant intelligent, c'est pas celui qui est bon en maths, ça sert pas tellement à grand chose là-bas, mais c'est celui qui sait bien tirer à l'arc, c'est lui qui nourrira la famille et le reste de la population. Donc, tout ça, ce sont les forces productives matérielles de la société. Et je n'insiste pas parce qu'on a pas mal développé la dernière fois, mais bien sûr, n'hésitez pas à poser des questions sur cette première partie qui est capitale. Hein. C'est la partie, comme Monique vient de nous le rappeler, qui est plus qu'essentielle, elle est déterminante, n'est-ce pas? C'est cette partie, ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur être, pour citer Marx, c'est inversement leur être social qui détermine leur conscience. Bon, et voilà. Que ce rapport du haut et du bas, qui est un rapport spatial, je ne suis pas en train de couper les cheveux en quatre, c'est pour comprendre le contraste qu'il y a avec la deuxième partie, celle qui commence par à un certain stade de leur développement, les forces productives, etc. Parce que vous voyez là, à un certain stade, on ne parle plus de l'espace, on parle de la société dans le temps. Le temps surgit, l'histoire surgit. Jusque-là, tout était un peu comme si on faisait une coupe, vous savez, une coupe en géographie là. On fait une coupe dans le temps et on regarde ce qui se passe à ce moment-là. Voilà, on fait une coupe à l'époque de Louis XIV, on regarde ce qui se passait en agriculture à l'époque de Louis XIV, au niveau diplomatique, au niveau artistique, au niveau littéraire. Voilà, ça c'est simultané. C'est là qu'on était dans la première partie. Tout est simultané dans le même monde au même moment. Et voilà que maintenant, on rappelle tout de même que tout ça, cet instantané, n'est qu'un moment dans l'histoire. Le philosophe que Marx a le plus travaillé, dont il s'est le plus inspiré, quelques critiques qu'il ait pu en faire, je reparle de Hegel, disait dans une phrase célèbre, le résultat n'est rien sans son devenir. Là, Marx nous restitue le devenir de ce qui a été décrit d'abord d'une manière un peu intemporelle dans la première partie. Or, cette différence entre les deux parties, je vous ai dit, elle va jusqu'à la contradiction. Je n'ai pas dit que Marx se contredit. Il nous révèle que la réalité est contradictoire, ce qui nous permet, grâce à ce texte, de toucher un mot de cette fameuse dialectique qui pose beaucoup de problèmes souvent aux uns et aux autres, et que je ne vais pas vous proposer une définition à la dialectique, ce serait prétentieux parce que quand on définit, c'est que c'est fini, c'est qu'il n'y a plus rien à dire. C'est un concept trop riche pour que je vous dise en quelques mots de quoi ne plus en parler, bien sûr. Hein. Définir, déterminer, ça veut dire qu'on en a fini et on passe à autre chose. Non, non. Mais s'il y a une chose à penser chaque fois que le mot dialectique va surgir entre nous, c'est le mot contradiction. Hein. Ça ne suffit pas pour définir la dialectique, mais le terme essentiel qu'il y a dans la notion de dialectique, qui vient en gros de dialogos, hein, du grec. Il y a deux discours qui s'affrontent un petit peu, enfin deux personnes qui discutent, hein, qui dialoguent. Voilà, deux points de vue contradictoires, pacifiques. Hein, toute l'œuvre de Platon est faite de dialogue. Hein, et Platon est le premier à parler de dialectiquer, n'est-ce pas? Voilà. Donc, mais ici, il s'agit non pas de la contradiction entre des discours, mais de la contradiction dans la réalité elle-même. Alors, entre quoi et quoi? À un certain stade de leur développement, donc maintenant, vous voyez, je reviendrai à la première partie, mais je détaille l'essentiel de la seconde, les forces productives matérielles de la société entrent en contradiction, vous voyez, c'est pas moi qui l'invente, hein, avec les rapports de production existants. Je m'arrête là pour l'instant. On voit bien ici que s'ils sont en contradiction, c'est que ce n'est pas la même chose, il faut d'autant moins les confondre. Donc, reprenons ce jeu de Lego. À la base de tout, si on veut comprendre, la première comme la seconde partie, il y a ce que Marx appelle les forces productives matérielles de la société. Je n'y reviens pas, la charrue, la machine à vapeur, l'arc et les flèches, la noria, hein, dans le pays désertique, là, qui fait la roue qui remonte l'eau, là, et qui date de la plus haute antiquité, et surtout nos jambes et nos bras. Pendant des millénaires, la principale force productive de l'histoire, ça a été le travail des hommes. Je pense à l'Antiquité esclavagiste, par exemple. Hein, il y avait quelquefois la traction animale, hein, un âne qui fait tourner une meule, mais la plupart du temps, ce n'est pas les ânes qui ont élevé les pyramides, ce sont d'immenses foules d'esclaves, n'est-ce pas?
Donc voilà, les forces productives, c'est tout ça. Les forces productives matérielles, qu'elles Et soient à naturelles. Bien à sûr, notre stade, actuellement, au XXIe siècle, oui. qu'est-ce que tu définis comme étant les forces productives matérielles? Ah ben voilà une bonne question. Ben d'abord, il y a toutes les forces productives qui restent là. On va voir dans le texte après que ça se fait pas en une fois. Qui restent là de l'étape immédiatement antécédente, c'est-à-dire du monde de la révolution industrielle, c'est-à-dire du monde où apparaît la machine. Et je dis la machine à un sens très extensif pour l'instant. Hein, ça va de la machine à vapeur à l'ordinateur pour l'instant ou au robot quand je dis machine. Hein. Mais il y a bien des étapes différentes entre la machine qui fonctionne au charbon, puis commençons au commencement, au charbon de bois, puis on a abandonné le charbon de bois pour le charbon, et heureusement, parce qu'il n'y aurait plus un seul arbre sur Terre si on avait gardé le charbon de bois. Je le dis pour rappeler à ceux qui sont des écologistes mais qui ne maîtrisent pas très bien les concepts, que le progrès a toujours été écologique. Si on était resté au charbon de bois, il n'y aurait plus un arbre sur Terre. Puis, on est passé au charbon. Du charbon, on est passé au pétrole parce que pour avoir la même quantité d'énergie que donne le charbon, il faut 7 fois moins de matière avec le pétrole, c'est plus économique. Et on est passé du pétrole au gaz et du gaz au nucléaire. Vous voyez, plus on progresse. Alors, quand on arrive au nucléaire, avec, je sais pas moi, avec 2 kilos d'uranium, on donne de l'électricité à tout Paris. C'est pas bon. Donc, ça, c'est pour répondre à quelles sont les forces productives d'aujourd'hui. Elles sont essentiellement basées sur l'industrie traditionnelle que je viens de résumer et auxquelles il faut ajouter les bras, les forces et les cerveaux humains qui sont toujours là, n'est-ce pas? Et alors, les rapports de production? Alors, ben voilà, on n'a que des bonnes questions, ça fait plaisir. Les forces productives, c'est purement technique et matériel. Les rapports de production ajoutent une dimension politique, Monique. Merci de ta question, parce que c'est énorme. Et donc, je vais revenir aux forces productives pour qu'on comprenne. Les mêmes forces productives, une charrue, par exemple, selon qu'elle appartient au seigneur qui peut la louer de temps en temps à ses métayers, ou qu'elle appartient à une coopérative qui a une propriété collective, eh ben, ça ne donne pas du tout les mêmes rapports de production. Donc, le rapport de... Vous voyez, c'est un jeu de Lego. Il faut commencer par les forces productives. D'accord? Lorsqu'on les conjugue, les forces productives qui sont techniques, matérielles, économiques, avec la dimension politique, en particulier avec les rapports de propriété, ce que Marx dit dans le texte, je m'interromps une seconde, c'est pour répondre à ta question dans la parole même de Marx, vous voyez, je reprends le début de la deuxième partie et je continue là où je m'étais arrêté. À un certain stade de leur développement, les forces productives de la société entrent en contradiction avec les rapports de production existants ou, ce qui n'en est que l'expression juridique, avec les rapports de propriété. Là, il est clair qu'il y a un lien entre la propriété qui n'a rien de matériel. C'est une décision humaine, c'est une convention, les rapports de propriété, c'est juridique. Les rapports de propriété au sein desquels elle s'est émue jusqu'alors. Ça veut dire, lorsque apparaît la machine à vapeur, il est clair qu'on ne peut plus garder les rapports de production féodaux. Par exemple, les rapports de production féodaux sont issus de la charrue. Et dans une phrase célèbre, Marx dit « le moulin à bras donne la féodalité, le moulin à vapeur donne la bourgeoisie ». Là, on voit bien le rapport qu'entre la force productive et féodalité, bourgeoisie, certains rapports de production, les rapports bourgeois de production, les rapports féodaux de production. D'accord? C'est pour ça qu'à la fin du texte, vous voyez, il fait un résumé, je saute à la quasi-dernière phrase, lorsqu'il dit excusez-moi, à grands traits, les modes de production asiatiques, antiques, féodales et bourgeois modernes peuvent être qualifiés d'époque progressive de la formation sociale. Ça veut dire au fur et à mesure que les forces productives, donc techniques aussi, se sont développées, elles ont donné naissance à des transformations. C'est ce à quoi se consacre cette seconde partie. J'y reviens, excusez-moi, je navigue exprès, je tourne en rond dans le texte exprès.
Et donc, je reviens à ce paragraphe capital. À un certain stade de leur développement, les forces productives matérielles de la société, et maintenant on comprend mieux, entrent en contradiction avec les rapports de possession existants. Les bourgeois du XVIIIe siècle, ceux qui vont jouer un rôle si important dans la Révolution française, les bourgeois, c'était l'avant-garde à l'époque, ce n'était pas encore des conservateurs et des réactionnaires. D'accord, la bourgeoisie est éclairée. Je pense au discours sur l'origine de l'inégalité de Rousseau, par exemple, qui est un météore politique dans la mentalité féodale de l'époque et monarchique. Eh bien, ce texte, on le doit au fait que le Parlement de Dijon, hein, les braves bourgeois du Parlement de Dijon, avaient mis en concours cette question, est-ce que le développement des sciences et des arts ont contribué au développement, au progrès de l'humanité? Vous voyez, voilà. Donc, c'est pour vous montrer que la bourgeoisie, c'est pas le MEDEF d'aujourd'hui, hein, c'était l'avant-garde de la société. Sauf que sa progression à la bourgeoisie, qui est énorme depuis la Renaissance, est bloquée au XVIIIe par les rapports féodaux ou monarchiques de l'Ancien Régime. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand on arrive à une rivière, il y a un pont. Eh bien, il faut payer une taxe au seigneur de l'endroit. D'accord? Et ma marchandise, si mon blé, le blé que j'ai récolté, je l'amène au moulin du seigneur, il faut encore payer le seigneur. Donc, ça décourage la bourgeoisie marchande, parce que quand ma marchandise arrive à Paris, ben, elle a un prix tellement exorbitant, je ne peux même plus la vendre avec toutes ces taxes. Voilà. Voilà un exemple où les anciens rapports de production, ici féodaux, la rente du sol en gros, hein, la rente foncière on dit en économie, voilà un exemple où les anciens rapports de production deviennent, et c'est le mot de Marx, une entrave, un obstacle au développement des forces productives, en un mot, au progrès qui font que vous et moi, n'est-ce pas, nous avons une alimentation, une espérance de vie, n'est-ce pas, qui est incomparable avec celle de nos ancêtres. Hein, Dominique, je t'arrête 5 bien sûr, minutes pour donner une illustration, mais plutôt, alors je te remercie en ce qui concerne l'illustration de la bourgeoisie par rapport à la féodalité. Je te remercie. Je pense qu'aujourd'hui, si on veut resituer les choses dans notre contexte à nous du 21e siècle, c'est pas la peine d'aller très loin d'ailleurs, et Monique, tu ne me contrediras pas. Je pense que Véronique non plus, si c'est la Véronique d'Albi, c'est bien la Véronique d'Albi que nous avons ce soir. Bien. Quand nous regardons ce qui se passe à la verrerie ouvrière d'Albi, à la VOA, on voit bien que la production de cette verrerie est utile socialement. On est bien d'accord. Elle est bien. On produit du verre, on produit des flacons, hein, si ma mémoire est bonne. On produit des flacons qui sont utiles, des bouteilles qui sont utiles pour la société. Et à contrario, il y a des rapports de production qui sont que ceux qui décident de cette production, ce ne sont pas les producteurs, ce sont ceux qui possèdent l'entreprise, et à savoir, là, c'est un fonds de pension. Donc là, on a l'illustration que les rapports de production… Étrangers, probablement. Oui, je pense, oui, c'est Apollo, hein, je pense que c'est étranger. En tous les cas, nous avons là l'illustration que ces rapports qu'ils font obstacle au développement. Et d'ailleurs, les travailleurs de cette entreprise, si j'ai bien suivi le dossier, mais il y a des gens qui connaissent mieux que moi, Véronique certainement, et Monique aussi, vous connaissez mieux que moi, les travailleurs ont des propositions, notamment pour que on produise du verre de façon, je pense, on va dire de façon durable ou écologique, je ne sais pas, je ne connais pas suffisamment bien. Mais en tous les cas, les producteurs, eux, ils ont des idées pour développer cette production. Et à contrario, les capitalistes, eh bien, c'est une production qui les intéresse de moins en moins et on risque d'avoir 25 suppressions d'emplois dans l'usine d'Albi, et puis la fermeture d'un four, c'est à Château, j'oublie tout le temps le nom, c'est Château Renard, je crois, hein, dans le 17, il me semble-t-il,
hein, avec la suppression globalement, on irait vers, je pense, et j'en ai la crainte, on irait vers la suppression de pas loin de 200 emplois. Hein. D'ailleurs, les travailleurs sont en lutte, hein, actuellement, ils sont en grève. Voilà. Ouais, très bon exemple. Est-ce que c'est un exemple qui peut illustrer aujourd'hui cette contradiction entre les rapports de production et les forces productives? Ah ben, je t'en remercie d'autant plus que c'est exactement là où je voulais en arriver. J'ai pris d'abord les exemples auxquels pensait Marx en son temps, hein, le passage de la féodalité grâce à la Révolution française à la bourgeoisie industrielle. Mais par contre, si on vient à l'aujourd'hui, alors là, tu as donné l'exemple de la verrie, mais bien sûr qu'il illustre parfaitement. Mais moi, je prends ce qui nous préoccupe tous actuellement, je veux dire, dans le domaine dit sanitaire, et disons plus clairement de la santé. Quand on voit, par exemple, les investissements des grandes compagnies pharmaceutiques, de ce qu'on appelle Big Pharma par les temps qui courent, hein, quand on voit les investissements consacrés non pas à la plus grande cause de mortalité au monde, j'ai nommé le paludisme, statistiquement qui reste la principale cause de mortalité, plus que les suicides, plus que le sida, plus que les accidents de la route, inoculés par un moustique garanti bio. Pardon de mon coup de griffe encore anti-écologisme, parce que je ne suis pas anti-écologie. Mais il faut quand même rappeler que la nature, ce n'est pas la providence de Dieu non plus. Hein. Bon. Et pour ceux qui sont chrétiens, ce que je respecte parfaitement, il est dit dans l'Évangile, à l'homme, vous êtes le sel de la terre. Voilà, il ne faut pas oublier l'homme là-dedans. Je dis ça parce que par les temps qui courent, il y a un certain discours qui divinise la nature et qui diabolise l'homme, n'est-ce pas? C'est de très mauvais augure pour si on ne prend pas le contre-pied. C'est lié au pire moment de l'histoire humaine. Mais on aura d'autres occasions de le développer. Donc, je prends cet exemple. Les compagnies pharmaceutiques, au lieu d'investir dans des choses aussi importantes, pas que le palu, le sida, vous vous rendez compte le nombre de médicaments qui pourraient être quasi gratuits dans les pays les plus pauvres qui n'ont pas de quoi acheter et des médicaments, n'est-ce pas, s'ils étaient produits en quantité suffisante. Au lieu de ça, vous savez que le gros d'investissement va à la cosmétique, à la lutte contre l'obésité. Je suis pas pour l'obésité, mais enfin, il y a des priorités, vous voyez comment une classe sociale, et c'est l'exemple de la verrerie que tu prenais, la bourgeoisie, il lui arrive exactement ce qui est arrivé à la féodalité du XVIIIe siècle, à la fin du XVIIIe siècle. C'est-à-dire qu'elle devient parasitaire en ne suivant que son intérêt de classe au détriment de sa fonction historique et collective. Donc, c'est un très bon exemple en histoire de verrerie. C'est au détriment des besoins objectifs de l'ensemble de la population. Ce qui est le cas actuellement avec la Big Pharma, parce qu'ils préfèrent développer des médicaments très chers qui sont des médicaments anti-cancer plutôt que de développer la fabrication de vaccins. C'est ce que fait Sanofi. Sanofi abandonne la fabrication du vaccin et on se trouve dans cette situation catastrophique et elle préfère développer des médicaments anticancéreux qui leur rapportent beaucoup plus. La marge est plus intéressante, oui. Oui, et en plus, ce sont des médicaments qui coûtent énormément cher. Hors de prix, bien sûr. C'est un scandale, ça. C'est pour ça que le Parti communiste français est intervenu dernièrement pour exiger que l'on réquisitionne Sanofi pour la production des médicaments et des vaccins contre le Covid. Enfin, que nous soyons obligés d'acheter le gros de nos vaccins aux États-Unis. Je ne fais pas l'américanophobie. Hein. Je suis anti-atlantiste, je ne suis pas anti-américain. Même s'il est vrai que les États-Unis sont le navire amiral. Mais enfin, par contre, je veux dire, nous sommes le pays de l'Institut Pasteur, le pays qui est à l'origine même du concept de vaccin. C'est une honte, n'est-ce pas, qu'on ait à ce point sacrifié les compétences. Vous voyez qu'on voit là un bel exemple encore, où l'intérêt rapace de certains rapports bourgeois de production capitalistique viennent entraver ce qui devrait être la recherche, n'est-ce pas, le progrès. Et il y a des compétences à l'Institut Pasteur qui auraient pu très bien nous faire un vaccin qui ne nous aurait pas
qui ne nous aurait rien coûté à l'importation. Voilà. C'était pour illustrer le propos de Marx. Hein. Mais dans les forces productives, les unes sont matérielles, mais les autres aussi sont humaines. Oui, alors d'abord, on ne va pas soulever des questions métaphysiques parce que l'homme, il est indissociablement. Non, mais c'est pas ce que je dis pas que c'est ta question. Hein. Je veux dire, pour y répondre, on pourrait être tenté de dévier sur la métaphysique. Mais là, ça concerne les gens qui travaillent, les chercheurs qui travaillent dans la recherche fondamentale et qui sont licenciés en masse actuellement. Tout à fait. Tu veux parler des travailleurs intellectuels, c'est important. Oui, je parle des chercheurs qui travaillent chez Sanofi. Mais ça, c'est les forces productives humaines. Bien sûr, mais ça, c'est le prolétariat moderne. Hein, oui. Absolument. Si on est rigoureux, et pour comprendre Marx, il faut l'être. C'est-à-dire, si le mot prolétaire ou prolétariat n'est pas lié à une image, c'est pas rigoureux. Un mec en col bleu, oui, à une époque peut-être, d'accord. Mais le prolétaire, chez Marx, c'est pas une image, c'est un énoncé précis. Celui qui n'a que sa force de travail, celui qui n'a que ses chaînes à perdre, ça revient au même, hein, ou qui ne peut vivre que de sa force de travail. Dans ce cas-là, l'enseignant intérimaire, ce auquel Monique fait très justement allusion, les chercheurs, les ingénieurs qu'on licencie en masse, le fait que maintenant, il y a une pénurie de professeurs de physique en France, parce que les jeunes sont découragés d'emprunter des filières qui étaient très porteuses, vous voyez, au moment de la reconstruction de l'après-guerre, les ingénieurs, etc., et qui maintenant, n'est-ce pas, on a en France, je ne m'interromps pas, hein, c'est pour illustrer le propos, on a en France une des plus grandes écoles, c'est connu, hein, dans le monde scientifique, dans la planète, une des plus grandes écoles de mathématiques. Hein. Avec les Russes, on partage la plus grande école, la plus pointue en mathématiques pures, je parle, hein, pas de mathématiques appliquées. Je n'ai pas besoin de rappeler les dynasties des Bernoulli, des Cauchy, des Lagrange, bon. Il y a les Algériens aussi qui ne sont pas mauvais en maths. Hein. Ben les Marocains aussi. N'oublions pas que le camarade Ben Barka, assassiné par nos services spéciaux, était parti pour être un prix Nobel de mathématiques. Hein. Voilà, non, mais je reviens aux mathématiques. Le fait que comment je peux dire, pardon, je cherche mes mots, le fait que oui, on a une des plus grandes écoles de mathématiques, et comment nos agrégés, nos jeunes gens qui viennent de réussir leur concours dans les parties les plus pointues et les plus avancées des mathématiques, comment ils monnaient leur savoir-faire. Ce qui est le plus alléchant pour eux, c'est d'aller dans une banque faire de l'optimisation fiscale. Il est bien connu que ce sont les French Doctors aux États-Unis. À la Chase Manhattan, à la Bank of America, on raffole des mathématiciens français. Ça, c'est du gaspillage. C'est-à-dire pour une activité parasitaire par excellence, la financiarisation, hein, je parle. C'est-à-dire qui ne crée pas une nouvelle richesse, mais qui prend la richesse qui est là pour l'amener ailleurs. Je prends un exemple précis. On nous clame de tous les côtés dans les oreilles depuis des années qu'on ne peut plus nous payer nos retraites comme on le faisait avant. Hein. On a mangé notre pain blanc, que maintenant il y a trop de vieux et pas assez de jeunes. Enfin, vous connaissez tout ça par cœur, n'est-ce pas? Je vais avoir la nausée si j'entre dans le détail. On nous l'a assez répété, vous n'avez pas besoin de moi pour ça. Réfléchissons à l'époque où il y avait ce qu'on appelait les PTT. Vous savez pourquoi j'en parle à propos des retraites? Parce que ça veut dire, vous vous en souvenez, poste, télégramme, téléphone. Autrement dit, à cette époque-là, tout ce qui était téléphonie, donc les recettes cumulées aujourd'hui par Bouygues, par France Télécom, par Orange, par l'autre sordide, Numéricable, celui qui, vous savez, qui achète des tas de compagnies, des filiales aux États-Unis avec l'argent qu'il n'a pas là. Si tout ça cumulé était encore notre propriété, comme c'était le cas à l'époque des PTT, on ne parlerait pas de comment financer les retraites. Il y aurait largement de quoi. Voilà un exemple. Ce n'est pas d'un argent qui a été pris là où il était, dans le public, pour l'amener dans les poches du privé. C'est de la vampirisation.
pas? Donc là, on pourrait multiplier les exemples, mais dans tous les cas, Monique a parfaitement raison de soulever le problème du travail intellectuel, car Marx ne néglige pas le travail intellectuel. Marx met en avant la classe ouvrière, mais il n'a jamais été un ouvriériste. Lorsqu'il dit ce qui distingue au premier abord, ce qui distingue l'architecte le plus malhabile de l'abeille la plus experte, il prend exprès une abeille parce qu'une abeille fait aussi de l'architecture, des cellules. Hein. Ce qui distingue tout de suite l'architecte le plus malhabile de l'abeille la plus experte, c'est que l'architecte a sa maison dans la tête avant de la réaliser à l'extérieur. C'est cette force de projection chez l'homme qui fait qu'il a une pensée d'abord, il a un plan. C'est pas suffisant parce qu'on n'habite pas une maison qui est sur plan. Hein. Mais il faut qu'il y ait d'abord ça pour réaliser après. C'est pas la caverne qui est toute trouvée, n'est-ce pas? Une maison sur pilotis déjà, n'est-ce pas? Dans la préhistoire, c'était déjà un travail intellectuel extraordinaire de concevoir une maison sur pilotis. Et c'est pour ça que pour moi, je ne sépare pas le manuel de l'intellectuel. Un champ de blé qui est en train d'être récolté, c'est un énorme travail manuel, énorme, exténuant, mais il faut casser les cailloux, il faut préparer la terre, il faut la bourrer, bah, voilà, il faut passer le soc, la charrue, les animaux, maintenant le tracteur, mais c'est aussi un travail intellectuel, c'est de la pensée. Anticiper la météo, vous voyez, faire des greffes sur les plantes, c'est indissociable. Donc Monique a parfaitement raison de rappeler que dans les forces productives, il y a ce qu'elle a appelé très justement l'homme, c'est-à-dire indissociablement, n'est-ce pas, une force matérielle et une force intellectuelle. Maintenant, il ne faut pas que cette distinction, pardon, je vais être un peu abstrait, c'est mon côté philosophe, mais ça peut résoudre bien des litiges. Il ne faut pas que cette distinction aille jusqu'à la séparation. Aristote nous a appris il y a 2500 ans qu'il ne faut pas confondre, distinguer et séparer. Par exemple, vous voyez, je ne sais pas si on le voit là à l'écran, c'est mon bug, c'est comme ça qu'on dit, mon bog, je ne sais pas comment on dit pour mon café là. Mug. Mon mug, merci Monique, j'en perds mes mots, merci bien. Donc, ce mug là, il a une matière, bon, c'est de la terre cuite, de l'argile à l'origine, bon. Mise au four. Et il a une forme ronde, cylindrique. D'accord? Je peux avoir la même forme en bois, en plastique. Donc, on a bien raison de distinguer la forme de la matière. Les deux sont pas... Mais on ne peut pas les séparer. Je veux dire, je ne peux pas vous donner la forme de mon mug dans la main droite et la matière dans la main gauche, la matière informe dans la main gauche. Tout ce qui existe est toujours un composé de matière et de forme. Voilà ce que je veux dire. Donc, il faut les distinguer, mais pas les séparer. Donc, même le travailleur intellectuel, eh ben, il y a dans son cerveau des échanges, je dis n'importe quoi, des échanges électriques, des signaux, des synapses, des acides, des échanges chimiques qui font que c'est pas si immatériel que ça. Voilà, c'est une petite précision au passage. Je ne veux pas monopoliser la parole. Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur les deux parties? Moi, je tiens beaucoup à ça. Il y a une partie où on voit un marxisme basique, un peu naïf, si vous voulez. Il y a en bas l'économie, en haut tout ce qu'on a dans la tête, parce que c'est ça, si vous voulez simplifier, les superstructures. Et là, je reviens à un passage si important que Jean-Paul a bafouillé. Alors, moi, je voudrais quand même poser une petite question qui est, de mon point de vue, bon, c'est pas innocent ce que je vais dire, mais alors, cher monsieur le philosophe, puisque on a une base et que cette base, grosso modo, détermine, si j'ai bien compris, si je reprends la phrase, le mode de production de la vie matérielle conditionne le processus de vie sociale, politique, intellectuelle en général. Ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur être, c'est inversement leur être social qui détermine leur conscience. Oui. Alors, pourquoi, cher monsieur le philosophe, pourquoi la classe ouvrière n'a pas conscience de ses intérêts? Je vois pas le glissement entre la partie de Marx que tu as citée et ta question.
Ben, pourquoi? En quoi, d'après Marx, elle devrait prendre en compte ses intérêts? Ben, moi, ce que je comprends, c'est que les bases matérielles font que elles amènent à déterminer la conscience des gens. Oui. Hein, d'accord? On est d'accord. Oui. Donc, ça y est, cette conscience du prolétariat, pourquoi n'est-elle pas automatique? Non, mais attends, j'ai compris le malentendu. Parce que toi, tu penses que la conscience, c'est une prise de conscience au sens où on dit, tiens, ce camarade-là, il a une conscience Non, politique. mais je le crois, je le dis comme ça parce que je pense que parfois, il peut y avoir des confusions. Non, mais tu as bien raison de soulever le lièvre. Si tu regardes tout ce texte de Marx, la conscience, elle est mystifiée d'un bout à l'autre. Regarde bien à la fin. Ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur être. C'est inversement leur être social. Je m'attarde un instant. Cette phrase, tu viens de la répéter, je la répète moi aussi. Pourquoi? Oui, parce qu'il ne faut pas aller trop vite. Regardez bien, j'ai dit que je ne voulais pas interpréter pour une garantie d'objectivité, j'analyse. Dans la première partie, il dit ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur être point. Enfin, leur être sans épithète. Par contre, après, il dit c'est inversement leur être social qui détermine leur conscience. Je constate que ce qui est déterminant chez Marx, ce n'est pas seulement la partie matérielle, parce que social, c'est les relations de propriété entre les gens. Exactement. Où le politique est aussi déterminant que l'économique. Donc, j'aime beaucoup ta question, Jean-Paul. Donc, on a besoin d'un parti révolutionnaire. Mais voilà, parce que l'ouvrier n'est pas spontanément révolutionnaire. Si Marx conclut son manifeste du Parti communiste par cette phrase archi-célèbre, « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous », si c'est un impératif, c'est qu'il sent bien que ce n'est pas le cas. C'est qu'il sait bien que pour un ouvrier, spontanément, ce n'est pas la solidarité prolétaire qui est son premier réflexe, c'est au contraire de voir dans l'autre ouvrier un concurrent sur le marché du travail. La conscience est toujours mystifiée. Et bien sûr, les pouvoirs, le patronat, les propriétaires des moyens de production et d'échange vont tout faire pour qu'il reste dans cette illusion. On va lui dire, tu n'as pas de travail, mais c'est à cause des Arabes, mon pauvre vieux, des immigrés. Tout en faisant tout pour en faire venir par millions. Ouais, c'est à cause des Chinois surtout. Hein. Ah ben non, les Chinois, ça va nous achever. Non, mais moi j'avais 10 ans et on parlait déjà du péril jaune. Là, je ferai juste une petite parenthèse très rapide, d'accord? Peut-être qu'il existe le péril jaune, hein, peut-être. Moi, je veux rien blanchir, diviniser, etc. C'est une hypothèse. Mais sauf que historiquement, comme ça, empiriquement, tous ceux qui connaissent un peu l'histoire de la Chine savent qu'elle a été 1000 fois plus souvent envahie, n'est-ce pas, et qu'on l'a rarement vu annexer d'autres pays, hein, à part l'épisode du Tibet qui n'avait jamais été indien, soyez en passant. Mais je dis un truc beaucoup plus objectif. Ce qui est sûr et pas hypothétique, par contre, c'est que le péril blanc, ça, ils connaissent. Moi, je suis né en Indochine pendant la guerre d'Indochine. D'accord? Ça a fait un carnage chez les Vietnamiens. On disait à l'époque les Anamites, parce que vietnamien, ça faisait communiste et nationaliste, il ne fallait pas le prononcer. À peine la guerre d'Indochine avec les Français terminée, c'est la guerre du Vietnam qui fait bagatelle, 3 millions de morts. Parce que ce pays a eu l'audace d'avoir une option démocratique et communiste. À 10 000 km des États-Unis, ça n'a pas été toléré. D'accord? Donc, la guerre de Corée, 3 millions de morts. Je reste en Asie. Donc, le péril asiatique, je ne sais pas s'il existe, mais le péril blanc, là-bas, on le connaît. Voilà. J'ai rien contre la couleur blanche non plus, vous imaginez bien, mais il ne faut pas non plus inverser les rôles, quoi. Bien sûr. Voilà, je vais refaire ma petite parenthèse sur la Chine. Et pour en revenir à ce qui nous préoccupe vis-à-vis du texte, je reviens à la phrase où tu as perdu ton fil, tu sais, quand tu l'as lu. Oui. Où il y a justement une définition et une précision, comme jamais dans l'œuvre de Marx, du rapport entre ce haut et ce bas, entre l'infrastructure matérielle et la superstructure idéologique. Donc, je la reprends ici, n'est-ce pas? Je la reprends à partir du début de ma deuxième partie, que je vais relire une énième fois, et cette fois enchaînée. À un certain stade, et en ralentissant à la phrase en question,
à un certain stade de leur développement, les forces productives matérielles de la société entrent en contradiction avec les rapports de production existants. On a donné plein d'exemples. Ou, ce qui n'en est que l'expression juridique, donc il y a d'autres formes d'expression, avec les rapports de propriété au sein desquels, elles, les forces productives, s'étaient mues jusqu'alors, jusqu'à la Révolution française, jusqu'à la Révolution industrielle. Les rapports de production féodaux sont le cadre dans lequel se meuvent les charrues, par exemple, n'est-ce pas? Voilà. Et là, il y a une phrase un peu compliquée parce qu'elle est inversée. Il y a le complément de nom d'abord, avant le sujet, n'est-ce pas? De forme de développement des forces productives qu'ils étaient, ça veut dire autrefois, c'était des formes de développement des forces productives. Ces rapports, les rapports de production, dans mon exemple, les rapports de production de l'Ancien Régime, en deviennent des entraves. C'est la phrase capitale, c'est la phrase du renversement du texte. Dans la première partie, les formes expriment le contenu. Dans la seconde partie, n'est-ce pas, le contenu contredit les anciennes formes. Donc on ne peut plus en rester là. C'est pour ça qu'il dit alors s'ouvre une époque de révolution sociale. Diane veut dire quelque chose. Attends, parole Dominique, je t'arrête. Diane veut dire quelque chose. Oui, on parlait tout à l'heure de Sanofi qui renonce à faire des médicaments utiles au profit de je ne sais quoi, mais pas utile pour les populations humaines. Et c'est un exemple flagrant, criant, où les rapports de production existants actuellement, ou les rapports de propriété au sein desquels elles s'étaient développées, deviennent des entraves au développement des forces productives. Parce que, comme Dominique le disait tout à l'heure, des mathématiciens français ont été engagés pour faire circuler du capital fictif à la nanoseconde, qui ne repose sur aucune production de richesse, mais comme ils veulent rester dans les anciens rapports de propriété, je pense que là c'est des rapports de propriété, ils entravent, enfin, quand je dis ils, là, je personnalise. Oui, on comprend bien. Il y a entrave du développement des forces productives. Et on est en plein là-dedans, en plein. Enfin, moi, je le vois tous les jours. On prend Sanofi parce que c'est criant, mais bien sûr, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Mais bravo, c'est Martine, je crois. Non, c'est Diane. Pardon, Diane. C'est Diane qu'on n'a pas saluée parce qu'elle est arrivée en cours de route. Donc, Diane, bienvenue. Merci pour cette intervention, en tous les cas. Oui, on m'a donné une réunion téléphonique urgente à 6 h du soir. Je n'ai pas pu partir avant 7 h 30. Voilà. Bon. C'est pas, pardon d'être indiscret, c'est pas Diane Gillard? Si, c'est moi. Ah, Diane, c'est une vieille camarade. Nous nous connaissons par Internet. Voilà. Oui. Très bienvenue assidue. En tous les cas. Merci beaucoup d'être là. Une grande observatrice et une grande traductrice, à ma connaissance. Donc, oui. Des langues germaniques en particulier et pas seulement. Diane, j'illustre ton propos à propos tu connais bien les échanges financiers à la nanoseconde près. Bon, je donne un exemple. Si vous posez la question à qui que ce soit, quel est le pays dans lequel s'exporte le plus de capitaux américains? De capitaux, c'est purement financier, où les investissements américains se déplacent le plus. Quel est le pays où les Américains placent leur argent le plus? La Chine. On pourrait le croire, Ouais. L'Allemagne. Eh ben, non plus. La France. Vous ne trouverez pas. C'est les îles Caïmans. Ah oui, bien sûr. Non, mais ça a été mesuré. Attendez, c'est 77% des échanges financiers quotidiens des États-Unis, c'est avec les îles Caïmans. Voilà, c'était pour montrer à quel point ce que Diane disait n'était pas du tout abstrait, mais très concret. C'est pas, regardez ce parasitage quand même, n'est-ce pas? Et après, on nous dit qu'il n'y a pas d'argent pour payer vos retraites. Pas voilà, comme tu as très bien dit, Diane, c'est de l'argent parasitaire. Oui. Si je peux me permettre. Bien sûr. Vas-y, Diane. On nous dit il n'y a pas d'argent pour payer vos retraites, mais
enfin, là, c'est moi qui propose un peu à l'arrache, comme ça, mais c'est précisément parce qu'il y a, en tout cas dans nos pays capitalistes avancés, un blocage du développement des forces productives, un blocage des investissements. Tout à fait. Et il faut absolument écraser les salaires, enfin les revenus des producteurs. Or, les retraites font partie du salaire qu'on dit des fois différé, indirect. etc. Mais oui, mais ça marche aussi pour les routes, les trains, les PTT dont on parlait tout à l'heure, etc. Bien sûr. Et il faut écraser les revenus des producteurs, ou producteurs potentiels, puisqu'il y en a beaucoup au chômage ou qui sont dans l'improductivité réelle. Et puis, il faut faire une légende là autour pour faire passer le truc, hein, pour faire avaler la… Et voilà l'idéologie. Et voilà l'idéologie. Tout à fait. Voilà. Alors justement, merci beaucoup de ces précisions, parce qu'à chaque fois, ça nous permet de voir d'une manière beaucoup plus concrète ce résumé extrêmement dense que fait Marx ici de l'essentiel de ses avancées. Or, lorsqu'il dit les forces productives qui jusque-là étaient l'expression des rapports de production en deviennent des entraves lorsqu'on atteint à cette contradiction, alors s'ouvre une époque de révolution sociale. Bien. Voilà. Et c'est là qu'il faut ralentir. Le changement dans la base économique, donc on revient à l'infrastructure, dans la base économique, bouleverse plus ou moins rapidement, regardez comme Marx est nuancé. Plus ou moins. Plus ou moins toutes les normes superstructures. Je donne un exemple saisissant. Dans le domaine juridique, qui fait partie des superstructures, le droit. Bien. Il y a encore des grandes parties du droit romain qui sont inscrites dans le code civil de plein de pays. Ça veut dire que 2500 ans après, vous voyez, cette ancienne superstructure issue d'un monde esclavagiste est encore présente dans les sociétés actuelles. Voilà, exemple limite. Hein. Donc, là, c'est plutôt plus que moins. Le changement dans la base économique bouleverse plus ou moins rapidement toutes les normes de superstructure. Et là, attention, ralentissons encore. Lorsqu'on considère, donc le chercheur, l'historien, le sociologue, l'économiste, vous et moi, lorsqu'on considère de tels bouleversements, il faut toujours distinguer entre le bouleversement matériel qu'on peut constater d'une manière scientifiquement rigoureuse. Combien de temps je mettais pour aller de Paris à Lyon voir ma fille, je dis n'importe quoi, n'est-ce pas? Je n'ai pas de fille à Lyon. Il y a 50 ans, il y a 100 ans, il y a 200 ans, et combien on met aujourd'hui, n'est-ce pas? Ça se mesure, il n'y a pas de discussion. Il y a un progrès ici dans le bouleversement matériel. Lorsqu'on considère de tels bouleversements, il faut toujours distinguer entre bouleversement matériel qu'on peut constater d'une manière scientifiquement rigoureuse. Le distinguer de quoi? Des conditions de production, excusez-moi, le bouleversement de quoi? Des conditions de production économique. Je viens de donner un exemple avec les transports. Il faut le distinguer de quoi? Les formes juridiques, politiques, religieuses, artistiques ou philosophiques. Bref, autrement dit, la liste n'est même pas exhaustive. Bref, je m'arrête là. Ça veut dire qu'il y a donc un mot qui résume toutes ces catégories-là. Mais oui, le voilà arrivé. Bref, les formes idéologiques. Je dis ça parce qu'il y a des tas de malentendus sur ce mot, y compris dans le Parti communiste. Même le Parti communiste à l'époque où il était une menace, ce que hélas il n'est plus depuis un bon moment, pour les rapports de production existants, n'est-ce pas? Il y avait un responsable à l'idéologie, par exemple. Je me rappelle qu'en Union soviétique, c'était Souslov à une époque. Bon. Or, d'après ce que dit Marx, là, il ne peut pas y avoir d'idéologie marxiste. Le marxisme, ou bien c'est une théorie de l'histoire, avec un effort de s'élever à la scientificité, mais ça ne reste pas dans l'idéologie qui est le domaine de l'illusion, de la conscience et de la mystification. Il n'y a pas d'idéologie marxiste, il n'y a pas d'idéologie communiste, mais il y a de l'idéologie chez les communistes.
Eh bien voilà, eh ben, on ne peut pas mieux résumer ce que la distinction que je voulais amener. Merci Jean-Paul. Voilà. Donc, bref, catégorie capitale et formes idéologiques sous lesquelles, regardez bien comme le vocabulaire est précis, les hommes prennent conscience, voilà la conscience qui revient de ce conflit. Donc ça répond à ta question tout à l'heure sur les ouvriers, Jean-Paul. D'accord? C'est-à-dire la conscience, c'est pas la science. D'accord? Je désigne là à mes pieds le plancher des vaches. C'est une expression française qui veut dire ça bouge pas, alors que la Terre est en train de se déplacer à 30 km/s autour du Soleil. Mais on n'en a pas conscience, on s'en fout d'ailleurs, soit en passant, parce que pour notre vie quotidienne, c'est pas si important, n'est-ce pas? C'est important à d'autres niveaux. Mais la conscience est une toute petite partie, n'est-ce pas, de ce à quoi nous pouvons accéder par le raisonnement, par la science, par le détour théorique, les mathématiques, etc. Bon, et donc c'est là qu'on voit ici que la conscience, et ça c'est encore un héritage de Hegel. L'ouvrage le plus célèbre de Hegel, celui que Marx préférait d'ailleurs, puisque c'est là qu'on y trouve la fameuse dialectique du maître et de l'esclave, n'est-ce pas? Je ferai une petite illustration avec Rousseau tout à l'heure. Ça va faire plaisir à Diane, qui je crois a quelques racines suisses. Oui, dans la phénoménologie de l'esprit, à vos souhaits, hein, bon, phénoménologie de l'esprit, qui est en gros un parcours de l'humanité depuis ses formes les plus élémentaires jusqu'à l'époque où écrit Hegel, jusqu'à cet énorme craquement qui voit naître le monde dans lequel nous vivons, de la modernité, c'est-à-dire la révolution industrielle anglaise et la révolution politique française dans un mouchoir de poche, qui est en gros la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe. Donc, dans cet ouvrage, Hegel dit qu'il suit toutes les étapes de la conscience. Autrement dit, c'est un devenir du faux. Toutes les illusions par lesquelles la conscience humaine a dû passer pour arriver au savoir, qui est le contraire ici de l'illusion. C'est quand même très important ce qu'on est en train de voir. Et ici, je voudrais faire une petite parenthèse de philosophe, mais qui peut vous être très utile dans les discussions. Il y a une énorme distinction à faire entre l'erreur, la simple erreur, j'ajouterais, et l'illusion. Je vais donner deux exemples très simples pour les distinguer. Je dis 3 plus 5 égale 12. C'est une erreur, d'accord? C'est pas très grave, je prends une tasse de café et puis après je dis 3 plus 5 égale 8, bien sûr. J'étais fatigué. Par contre, si je dis je suis au centre de l'univers, la Terre est au centre de l'univers et je suis au centre de la Terre, donc je suis le centre du monde, c'est plus qu'une erreur. C'est aussi faux que l'erreur, mais en plus, c'est une illusion. Quelle est la différence? C'est que dans le premier cas, il y a des causes un peu dues au hasard, coup de fatigue, machin, je veux dire, j'avais la tête ailleurs. Tandis que dans le cas de l'illusion, j'ai intérêt à rester dans le faux. C'est ça la grande différence, c'est ça l'idéologie. C'est que j'ai quelque intérêt à rester dans le faux. C'est quand même plus confortable de me penser au centre de l'univers que d'apprendre que je suis en train de dériver sur une petite graine de poussière perdue dans le cosmos et qui est absolument périphérique. N'est-ce pas? Je croyais être au centre de Paris et on me dit que je suis dans la lointaine banlieue. En termes immobiliers, j'ai perdu un peu de la valeur. Donc, je résiste à cette idée. Je la refoule. C'est ça l'idéologie. C'est important quand vous discutez la différence entre l'erreur et l'illusion. Donc, dans l'illusion, deux différences avec l'erreur. Premièrement, dans le cas de l'illusion, de l'erreur, 3 plus 5 égale 12. Le faux est simplement différent du vrai. 12, c'est différent de 8. Point, égal barré. Dans le cas de l'illusion, pardon d'être un peu abstrait, mais c'est très utile, le faux n'est pas seulement différent du vrai, il l'est. Il en est exactement l'inverse. C'est-à-dire, je ne suis pas au centre, je suis à la périphérie. Au point que même un penseur chrétien comme Pascal au XVIIe siècle, mais qui a vécu ce traumatisme qui a été l'apparition de la science moderne, n'est-ce pas, et qui apprend que nous ne sommes plus au centre, hein, ça faisait un moment que c'était vrai au Pascal. Pascal dit « le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie ». On voit bien que c'est pas spontané, n'est-ce pas, qu'il y a une résistance à la vérité. C'est ça l'idéologie. Évidemment, les classes dominantes sont celles qui ont le plus intérêt, n'est-ce pas, à utiliser cette réticence
à la vérité, qu'on appelle refoulement en psychanalyse, mais moi je lui donne un contenu ici marxien, n'est-ce pas? Ce qui refoulait ici, c'est ma position de classe, n'est-ce pas? Voilà. C'était une parenthèse qui découlait du texte qu'on est en train de lire, n'est-ce pas? Et c'est là que Marx ajoute, pour enfoncer le clou, pas plus qu'on ne juge un individu sur l'idée qu'il se fait de lui-même, parce que la conscience, c'est les idées que j'ai, hein, d'accord? Qu'est-ce que vous pensez de vous, Paganier? Ben moi, je suis un type bien, généreux, affable et intelligent. Ben oui, tant qu'à faire. Tu as toutes les qualités, Dominique. Ah ben, non, mais il dit le mot juge. Les procès seraient rapides. Seraient rapides s'il suffisait. Qu'est-ce que vous en pensez, accusé? Qu'est-ce que vous en pensez? Eh ben, je suis innocent, monsieur le juge. Eh ben, acquitté, ben, ce sera vite fait. Pas plus qu'on ne juge un individu sur l'idée qu'il se fait de lui-même, on ne saurait juger une telle époque de bouleversement sur sa conscience de soi. Autrement dit, tous les dangers qui soi-disant nous menacent maintenant, n'est-ce pas? Vous savez, les collapsologues, ceux qui disent que qu'est-ce qu'on a à perdre du temps avec les histoires de fin de mois, de retraite et toutes ces choses secondaires alors qu'il y a la fin du monde. Vous avez entendu parler, on nous a baladé une petite Suédoise de 14 ans ou de 16 ans, je ne sais plus, n'est-ce pas, qui a pris un bateau qui coûte 1 milliard et qui a fait payer 5 billets d'avion au retour pour l'équipage, mais ça on n'en parle pas, pour nous culpabiliser que s'il y a la pollution, le réchauffement, ce qui est indéniable, le réchauffement de la planète, n'est-ce pas, c'est à cause des sales consommateurs que vous êtes, vous et moi, c'est à cause de tous ces gens qu'on voit traîner dans les supermarchés à se goinfrer, n'est-ce pas? Alors que vous et moi, vous savez très bien que quand vous êtes dans les supermarchés, vous tombez sur des maîtresses de maison qui regardent en bas, là où il y a les bas de gamme, le prix d'entrée, comme on dit, parce qu'elles ont 4 enfants à la maison, n'est-ce pas? Elles sont pas en train de elles aimeraient bien consommer un peu plus, voilà ce que je suis en train de dire. Voilà. Donc, vous voyez, tout ça, ce sont les freins idéologiques, n'est-ce pas? Que les rapports de production existants nous mettent dans la tête, dans notre conscience, hein, pour pas que nous pensions les vrais dangers. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de danger dans le monde dans lequel nous vivons. Il y a actuellement, autour de la Chine et de la Russie, une armada comme on n'a jamais vu dans l'histoire militaire. Il suffit d'un rien. Tous les jours, il y a des avions qui se frôlent au-dessus de la Pologne, n'est-ce pas, enfin à la limite des deux mondes. Il y a des avions qui se frôlent. Il y a 2 avions russes qui ramènent un avion espion américain qui s'était un peu baladé au-delà de la frontière, ou vice-versa, un avion russe que des Suédois ramènent un bateau. Ça arrive tout le temps. Vous savez, il peut y avoir, je ne veux pas faire l'alarmiste, ce qu'on appelle un événement qui nous fait entrer dans ce qu'on appelle une logique de guerre où même les politiques ne peuvent plus rien rattraper. Vous savez, 4 mois avant le déclenchement de la guerre de 14, personne ne pensait que ça allait naître là à Sarajevo, n'est-ce pas? Voilà. Donc, il y a de vrais dangers, n'est-ce pas? Il y a des dangers économiques et sociaux quand je vois ces dizaines de milliers, ces centaines de milliers, maintenant c'est effrayant, de gens qui se noient dans la Méditerranée ou qui meurent dans le désert, ce sont les mêmes, hein, ceux qui se noient dans la Méditerranée ont réussi à traverser le désert. J'ai vécu dans des pays, n'est-ce pas, où on jette ceux qui veulent fuir leur pays dans des camions pour aller chercher fortune ailleurs, on les jette dans le désert dès qu'il y a un contrôle, ils meurent de soif sur place. On s'en débarrasse exactement comme dans les anciens navires négriers, comme on les appelait, n'est-ce pas? Les esclaves étaient attachés par des fers dans les cales et dès qu'il y avait un navire contrôle à partir du moment où l'esclavage était interdit, on ouvrait les vannes et ils coulaient par le fond. Vous voyez, il y a de vrais dangers. Au lieu de ça, on nous dit que ce n'est pas nous qui sommes en danger, ce n'est pas l'homme. Non, l'homme, c'est lui le danger. Ce qui est en danger, c'est la planète. Vous voyez, j'ai l'air de revenir toujours à vous mettre en garde contre le discours écologiste, je souligne 12 fois, n'est-ce pas? Parce que par ailleurs, je suis pour qu'on défende notre environnement contre le saccage capitaliste. Je ne suis pas idiot. Et je ne m'allonge pas sous les voitures en respirant avec délectation leurs tuyaux d'échappement. Hein? Personne d'ailleurs, n'est-ce pas? Donc les causes consensuelles, il faut s'en méfier. Par contre, je veux dire, la manière dont tous nos pouvoirs, regardez la COP21, regardez Biden, c'est un type bien, puisque les premières mesures qu'il fait, c'est pas l'augmentation des salaires, c'est pas de prendre des mesures pour purger sa police de tous les suprématistes racistes et qui ont la gâchette facile lorsqu'il y a des minorités visibles dans leur collimateur. Non, la première chose qu'il fait, c'est de réintégrer. Ça fait plaisir à Macron, n'est-ce pas? C'est de réintégrer la COP21, ou 22, ou 23, je ne sais plus où on en est, ou 24. Mais ce n'est pas des hasards, tout ça.
Pourquoi? Parce que des luttes que j'appelle moi ontologiques, c'est un mot un peu technique, autrement dit, des luttes qui se basent sur des entités qui n'ont rien à voir avec la lutte des classes et avec l'histoire. Le sexe, le genre, comme on dit maintenant, la couleur, n'est-ce pas? Tout ce qu'on a à la naissance. Vous voyez, j'insiste sur naissance. Nature, N-A-T, c'est le radical. C'est ce qu'on retrouve dans natal. Pour dire Noël, en italien, on dit natale, n'est-ce pas? Donc, vous voyez, tout ça, tout ce qu'on a sans travailler, sans produire, tout ce qui ne doit rien à l'homme spécifiquement, ni à l'histoire, ni à la praxis, ni à la production. Oui, oui, mais je t'arrête, Dominique. J'entends bien ce que tu dis, mais c'est peut-être parce que si l'idéologie, en tous les cas, les capitalistes aujourd'hui utilisent cela, c'est bien parce que ça touche à l'intime des gens. Oui, tout à fait d'accord. Et comme ça touche à l'intime des gens, ça les bouleverse quelque part, ça les préoccupe, ça les. Ah ben bien sûr. Et donc c'est ça qui fait la force de l'idéologie. Mais je suis bien d'accord. Ça fonctionne l'idéologie quand même. Quand il y a du mais, je croyais que tu allais faire une correction. Non, non, tu fais un complément de ce que. Ah oui, c'est un complément, bien sûr. Non, mais bien d'accord. Tu vois, et il faut qu'on comprenne, il faut qu'un parti communiste et il faut que les communistes et au-delà même, les travailleurs, on essaye de comprendre le pourquoi de ça marche, pourquoi ça marche. De faire sauter ces verrous. Ça marche relativement, mais ça marche quand même. Mais bien sûr. Alors, écoute, tu as un exemple de ce que tu viens de dire, tu as l'exemple le plus actuel qui soit. Si on a réussi à mettre au pas, petit doigt sur la couture du pantalon, le peuple le plus frondeur d'Europe, des grandes nations, les Français, c'est pas, dont Marx et Hegel admiraient en disant ils ont la tête près du bonnet, ça veut dire ils se mettent assez facilement en colère et ils descendent dans la rue assez vite. Et voilà que là, comme un seul homme, confinement, masque, vous voyez ce que je veux dire? Ça correspond à ce que tu es en train de dire. Comment ils ont pu intérioriser une telle propagande? Et je ne suis pas en train de dire que le virus n'existe pas et qu'il est une invention. J'ai des très proches qui ont failli y passer. Oui. Et je ne suis pas le seul parmi nous, hein, j'en suis sûr. Oui. Donc non. Mais je parle, ce qui est scandaleux, c'est pas de dire qu'il y a une maladie grave, c'est l'exploitation médiatico-politique de la pandémie. Et je prends ton exemple. Si on a pu, en un coup de baguette magique, en quelques décrets ministériels, si on a pu mettre au pas ce peuple de frondeurs que sont les Français, c'est parce que ça fait plus d'une génération qu'on les bassine. Et voilà pourquoi je reprends mon propos, qu'on les sensibilise avec tout ce qui touche à leur corps, à leur santé, avec le discours écologique. Et mangez pas ça, c'est pas bio, et pas ceci, etc. Ça fait 40 ans que ça dure, donc on est fragilisé. Et si tout d'un coup on vous dit qu'il y a un virus mortel là qui vous guette, vous en faites ce que vous voulez des Français. Ça, c'est pour illustrer ce que tu viens de dire. Il faut faire sauter ces verrous. Il faut que des collectifs démocratiques, des scientifiques, etc., remplacent, n'est-ce pas, l'utilisation médiatico-politique sordide qui est faite de cette maladie ou qui nous dit tantôt que le masque sert à rien et qui tout d'un coup nous taxe de 135 € si on sort sans. Voilà, voilà ma position. Il faut des collectifs comme il faut, je pense qu'on pourrait beaucoup avancer si on avait des cellules communistes. Voilà, comme elles ont été brisées, cassées. Moi, j'ai connu, je suis un peu vieux quand même. Il faut dire que j'ai adhéré jeune aussi au parti communiste. Oui, si tu as connu les cellules locales, c'est que j'ai connu les cellules. Dans la cellule, il y avait le Toubib, il y avait l'Instit, il y avait les ouvriers, il y avait les employés, et où on turbinait, je veux dire, on réfléchissait ensemble. Et c'était formidable. Mais on agissait aussi ensemble, on faisait de la politique. Donc ça, c'était un trésor pour la France, un trésor pour notre pays. Je comprends. Et si le Parti communiste a tant perdu, c'est aussi parce que à cette époque-là, on élaborait des choses quand même si je ne veux pas idéaliser, mais on élaborait des choses à partir de ce travail démocratique au sein des cellules. Ça n'existe plus. Ou alors ça existe si peu. Je sais qu'il y a des copains qui essayent de refaire. Il faut qu'on s'encourage entre nous, on essaye. Tout à fait. Voilà. De faire tache d'huile. Non, mais c'est tellement vrai ce que tu dis que lorsque je suis dans les entreprises, là où il y a les chercheurs, mais si on avait des cellules communistes, on avancerait certainement. Voilà. Quand je suis revenu de mon expatriation au sud du Sahara, où j'ai passé des années, je n'ai pas cru que les cellules avaient été supprimées. Je disais c'était un poisson d'avril. Oui, je ne l'ai pas cru. Cellules locales.
d'abord. Cellules d'entreprise auxquelles tu viens de faire allusion. Mais c'était des usines à formation, ça. À formation intellectuelle, matérielle, organisationnelle. C'est extraordinaire. Moi, j'ai commencé à militer, pardon de parler de moi très rapidement, j'ai commencé à militer dans la Drôme, dans une cellule rurale. J'étais très jeune, je commençais à peine à enseigner, d'accord, dans la Drôme, près de Dieulefit, où Aragon a été planqué pendant la guerre, soit disant, quand il était traqué par la Gestapo. Donc, j'ai commencé à militer là, dans un tout petit patelin, qui s'appelle la Bégude de Mazinc, et on m'a bombardé secrétaire de cellule, je venais à peine de m'inscrire, d'accord, parce que la plupart des gens qui étaient là avaient peur de ne pas savoir s'exprimer, en disant tu nous représenteras. Donc je fais ma première réunion de remise des cartes, vous voyez, comme secrétaire de cellule. Et celui qui était avant moi était un coiffeur, qui m'a fait penser à ça en disant qu'on était ingénieur, qu'il y avait de tout dans la cellule. C'était le coiffeur du village qui disait, vous savez que je vote pour vous, hein, mais je ne peux pas militer en public, j'ai plus un seul client. Vous voyez, c'est des problèmes qu'il faut prendre en compte. Tu connais tout ça, hein, Jean-Paul? Bon, ça c'est la vraie formation. Et moi, j'étais fait pour être militant cellule rurale, à peu près comme pour manier les haltères comme un Fort des Halles, maigrichon comme je suis. N'est-ce pas? C'était pas du tout, c'est pas mon passé colonial qui m'avait préparé à ça. Je fais ma remise des cartes et je commence tout de suite par dire, on va commencer par voir si tout le monde est à jour de ses cotisations. Et là, le coiffeur m'a dit, c'est pas très politique comme introduction. Il m'a donné une leçon. J'avais aucune expérience. Tu vois à quel point c'est formateur, les cellules. Mais bon sang, c'est vrai, on commence pas par ces trucs-là. Moi, par scrupule, je voulais, n'est-ce pas, que mon parti ne perde pas trop d'argent avec les retardataires. Mais il y a une situation à rappeler, il y a un contexte, il y a un rapport, voilà, un état des lieux et du moment. Dominique, je te remercie de ce témoignage sur ton engagement dans le parti. Les cellules, sur les cellules. Les cellules, bien sûr. Je te propose que nous arrêtions là pour ce soir. Hein, parfait, c'est toi le maître d'œuvre. Voilà, oui, parce que je pense qu'une heure et demie, c'est le bon format. Des fois, hein, il faut m'arrêter avec un fusil, il ne faut pas hésiter. Une heure et demie, c'est le bon format, mais avant, je voudrais quand même inviter nos amis présents, s'ils ont quelque chose quand même à dire, tout à fait, avant qu'on termine cette rencontre, qu'ils prennent la parole et qu'ils disent comment ils ressentent les choses, comment on peut améliorer aussi les choses peut-être. Vous savez, c'est une initiative que j'ai prise au mois de décembre, et pour vous expliquer un petit peu l'historique de cette affaire, j'avais lancé ça comme ça sur Facebook et j'ai eu le très grand plaisir de voir que Dominique m'a répondu. Je ne l'avais même pas sollicité, c'est pour vous dire comme ça a pu me faire plaisir d'ailleurs, parce qu'il a apporté sa contribution et pour moi c'est très important, vu la qualité de ce que Dominique explique et de son expérience, bien sûr, hein, et en tant que philosophe, c'est très, très important, je pense, pour nous. Et puis, l'idée, c'est que vraiment, on essaye de grandir, d'essayer d'avoir d'autres personnes qui pourraient s'intéresser, et ce n'est pas un club de spécialistes, ce n'est pas un club d'experts, c'est ouvert à tous, vraiment à tous. Et quand il y a des choses qui sont peut-être difficiles à comprendre, eh bien, on est là pour s'entraider. C'est un atelier de solidarité pour comprendre ce que Marx et d'autres d'ailleurs, parce qu'on étudiera sans doute d'autres textes aussi, pourquoi pas Lénine, hein, ou d'autres textes encore. Et moi, je suis aussi à l'écoute de vos propositions, hein, vous avez mes coordonnées, vous pouvez faire des propositions. Eh bien, voilà un petit peu l'état d'esprit dans lequel j'ai voulu qu'on travaille. Alors, je ne sais pas si ça vous convient. Et puis voilà. Donc, je donne la parole à Monique qui veut nous dire un petit mot. Monique, à toi. Oui, moi, je regrette qu'on n'ait pas étudié suffisamment tout le texte qu'on a là sous les yeux et qu'on est un peu dévié. Moi, j'aurais préféré qu'on étudie plus précisément ce texte. On n'a pas fini, Monique. Non, mais il y a sur des tas de choses dans le texte, j'aimerais bien, alors c'est une analyse théorique, et qu'on cherche des exemples dans l'application pratique à notre époque actuellement, dans notre lutte actuelle. Très bien.
Mais on va continuer, Monique, hein, ce n'est pas terminé. Non, non, mais là, c'est trop long, on se disperse. Et je préférerais qu'on discute plus sur le texte. Bon, c'est tout. Hein. D'accord, merci. C'est bien clair. Très bien. Anissé a demandé la parole. Anissé? Oui, oui, merci. Oui, merci. Donc, je vous remercie quand même pour ce moment que nous avons passé ensemble. J'allais dire pratiquement, donc, pour le format, je pense que c'est bien pour le moment. Mais je voulais dire aussi quand même que on ne peut pas interdire de donner des exemples. Hein. Il peut arriver que on glisse un peu donc, dans des exemples, mais qu'on n'y reste pas trop. Donc, un peu comme Monique. Quoi. Voilà, qu'on soit plus concis. Exactement, oui, c'est vrai donc sur le test. D'accord. Exact. Qu'on soit plus concis sur les exemples quand on apporte des exemples et qu'on n'y passe pas trop de temps et qu'on revienne au texte plus. D'accord. Qu'il n'y ait pas trop de détours. Qu'il n'y ait pas trop de détours, quoi. Exactement, c'est ce que j'allais dire. D'accord. Très bien. Donc, y a-t-il d'autres observations, des propositions? Diane? Diane. Oui, alors, je me réjouis que la prochaine fois, on parle avec des exemples concrets autour de la phrase du paragraphe suivant, de la première phrase du paragraphe suivant, qui dit « Une formation sociale ne disparaît jamais avant que soient développées toutes les forces productives qu'elle est assez large pour contenir. » Jamais des rapports de production nouveaux et supérieurs ne s'y substituent avant que les conditions d'existence matérielle de ces rapports soient écloses dans le sein même de la vieille société. Et j'aimerais bien qu'on examine à la lumière d'exemples concrets. Ce qui illustre ce passage. Oui, je me réjouis. Et puis pour la suite du feuilleton, j'aimerais qu'on n'oublie pas mon cher Engels, que j'aime tellement. Absolument. D'accord. Par exemple, dialectique de la nature, mais on peut aussi lire des choses plus faciles. Je ne sais pas, moi, la situation de la classe laborieuse en Angleterre, où on peut faire des comparaisons avec la situation actuelle du point de vue du rapport d'exploitation. Enfin bref, qu'on pense à Engels parce que c'est mon chéri, je l'aime. Ben, si tu l'aimes, il faut savoir que j'ai fait un hommage à Engels dans un musico-sophie récent avec Émeric Monville. Voilà. Ah ben je ne l'ai pas vu celui-là. Ah ben d'accord. Je t'enverrai le lien. Merci beaucoup les amis. Peut-être Martine a quelque chose à dire? Martine? Je ne sais pas si elle nous entend encore. Oui, ben non, j'ai rien à dire de spécial. Non. Voilà, mais les remarques qui ont été faites me conviennent. Martine, est-ce qu'on pourra compter sur toi, sur ta participation la prochaine fois aussi, ou c'est quelque chose qui t'intéresse? On continue? À la bonne heure. Je ne pensais pas être libre ce soir. D'accord, d'accord. Mais sur le format, ça te convient, 1h30 comme ça? Oui, ça va. D'accord, très bien. Qui souhaite dire un dernier petit mot avant qu'on se sépare? C'est bon? Bah, écoutez les amis, à très bientôt. Vous serez informés par mail et par Facebook de la suite de la lecture en commun. Et puis s'il y a des personnes, bien sûr, dans votre entourage qui veulent se joindre à nous, eh bien, vous pouvez leur dire qu'ils sont bienvenus. Merci. Mille fois merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Au revoir.